Au bout d'un quart d'heure, c'est-à-dire 100 ans au moins de ma vie à moi, qui s'était mise à passer beaucoup plus lentement que celle de n'importe qui. J'ai commencé à chercher quelque chose à dire ou à faire pour briser l'obstination avec laquelle elle s'appliquait à me snober. Voyons, que ferait Monsieur Malin dans cette situation? Ou Bugs Bunny? Ou Ronald McDonald? Je pourrais faire semblant de m'endormir. Ou m'endormir pour de vrai. Me mettre à chanter cette chanson idiote de Tommy. S'aimer, fais l'aimer. M'efforcer d'apprécier, en connaisseur. Applaudir à chaque nouvelle touche de couleur ajoutée. Ou compter à haute voix le nombre exact de fois où ses seins se touchent sous sa blouse quand elle se penche. Marcher jusqu'au téléphone et appeler SOS Amitié. Les pompiers, la police, la station de radio locale pour commenter l'événement à la façon d'un match de foot. Rire, pleurer, fermer les yeux, les garder ouverts, la traiter de salope, de sainte, lui dire qu'elle est belle, sexy, l'embrasser, la gifler, jeter sa toile au sol, tomber à genoux devant elle, écraser ses tubes de peinture, arracher sa blouse, disparaître dans le temps, devenir un arbre, une pierre, un désert, une frontière, une planète intérieure, vide, immatérielle, inhumaine. J'ai cherché quoi faire. Et puis, finalement, j'ai trouvé la solution. Quand Jenny s'est retournée, j'étais nue sur son canapé. Mes vêtements à mes pieds sur le sol et les paumes de mes mains offertes comme une invitation. Jenny s'est appuyée sur son coude et son visage a surplombé le mien en me cachant la fenêtre. « Tu veux faire quoi ?» Visiblement, elle attendait une réponse. Comme elle ne venait pas, Jenny a répété sa question d'une voix plus affirmée. « Tu veux faire quoi ?» J'ai senti que maintenant, la question dépassait le cadre de la journée ou du quart d'heure qui suit. Et je me suis dit que j'aurais dû répondre plus tôt. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire quand on est nu chez une fille magnifique, qu'on désire plus que tout, seul avec elle? Oui, on sait. L'amour. C'est ça que j'ai répondu après mûre réflexion. L'amour. Jenny s'est approchée d'un air inquisiteur. L'acte ou le sentiment? Je lui ai répondu que la mythologie de ce pays voulait qu'on reconnaisse les sentiments d'un homme à ses actes, que c'était la morale de toute notre cinémathèque idéale. Un homme est ce qu'il fait. Jenny a réfléchi un bon moment avant de dire « Ok, ça me va ». Elle a dit ça, comme si on venait de passer un deal ou de décider du disque qu'on allait jouer. Pour donner le change, je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire, elle, et elle m'a répondu « subir ». C'est bien ce que nous autres pauvres femmes sommes censées faire dans ce monde. Et elle a éclaté de rire. Nous avons fait l'amour tout de suite, et quand je le lui ai reproché plus tard, Jenny a trouvé que c'était quand même gonflé de la part d'un type qui se déshabille complètement sur le sofa d'une fille qui est en train de travailler, de s'étonner après que l'on brûle les étapes. Je peux t'aider? Komka est dans la grange. Je peux ressortir si tu préfères, mais il est si tard. Maiken est heureuse qu'il soit venu, malgré son obstination à lui interdire l'accès à la grange lorsqu'elle y travaille. Elle lui répond un peu sèchement pour ne pas laisser paraître sa satisfaction. « Puisque t'es là, serre-moi un verre d'eau, je meurs de soif. » Komka s'exécute. Il va jusqu'à l'évier et rince un verre qu'il remplit d'eau fraîche. Il s'approche d'elle et lui tend le verre. Elle boit tout d'un trait. Elle dit « J'ai terminé. Enfin, j'ai fait le plus urgent, je terminerai le reste demain matin. »
Comme à son habitude, avant de sortir, elle vérifie un à un chaque enclos. Le grand lama n'a pas bougé depuis tout à l'heure, il n'a pas mangé. J'ai l'impression qu'il m'en veut. Ce n'est pas la première fois. Depuis qu'il est arrivé, j'ai l'impression qu'il n'est pas en confiance avec moi. Il me défie depuis que vous êtes arrivés tous les deux. Peut-être est-il jaloux de moi, tante Komka en prenant la main de Maiken dans la sienne. Komka? Oui? Je suis enceinte. Maiken a dit cela sans préméditation aucune. Les mots ont fusé hors d'elle. Elle s'en veut. La fatigue de cette journée étrange. Elle n'a pas voulu que cela se passe de cette façon. Elle y a pensé toute la nuit et toute la journée. Elle a tenté de repousser le monde extérieur qui s'écroulait autour d'eux pour ne penser qu'à cela, ce qu'elle allait dire à Komka. Il n'est pas sûr d'avoir saisi les mots. Et en même temps, il sait qu'il a compris. Il fait répéter pour gagner du temps. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et pendant qu'elle prononce à nouveau les mêmes mots, Maiken voit dans les yeux de Komka une colère inconnue jusqu'ici le submerger. Et cette colère transfigure ses traits enfantins. Déjà, elle ne reconnaît plus le visage qu'elle a veillé de longues heures la nuit précédente. Mais elle n'a pas peur. Tu crois que c'est cela qui va me faire rester ici? Tu crois que c'est comme ça que tu vas me retenir? Je ne t'ai jamais rien promis. Rien. Il n'a pas crié, mais son débit est haché. Déjà, il regrette ses paroles, mais il ne trouve rien d'autre à dire. Il voudrait pourtant parler à Maiken de ce qui l'entrave, expliquer d'où viennent les cris qui traversent ses rêves la nuit. Mais il se tait. Son visage est scellé. Je ne crois rien. Je te le dis, c'est tout. Parce que tu dois savoir que dans mon ventre chaud, il y a cette vie. Tu dois le savoir. Je ne peux te le cacher. Quoi que tu décides maintenant, où que tu t'enfonces de l'autre côté de la terre, dans les endroits les plus sordides ou les plus dévastés du monde, tu dois savoir que cette vie, dans mon ventre chaud, s'épanouira ici, sur Andoya. Les mots de Maiken font l'effet d'une brûlure sur le corps de Komka. Les mots veulent le lier. Un mois plus tôt, ma rédactrice en chef m'avait proposé de chroniquer un documentaire sur les nouveaux pères. Elle avait pensé à moi en parcourant le compte-rendu rédigé par le producteur. Le film s'appelait Modern Papa, du réalisateur Andrés Yarak, et suivait une poignée d'hommes qui attendaient comme moi leur premier enfant. De grands ados émotifs à sweat capuche, vaguement bobos, désarmants de bonne volonté et de maladresse. Après le patriarcat à la papa, plus rien n'allait de soi. Il fallait inventer. Le documentaire accompagnait le mouvement avec une fausse légèreté et une réelle tendresse pour ces trentenaires évoquant leur découverte ou leur appréhension de la paternité. Il ne s'agissait pas d'un dossier psy sur la nouvelle implication du mâle contemporain dans l'éducation et les tâches domestiques, mais d'un portrait polyphonique du géniteur, ce grand dadais enthousiaste. Quand tu coupes le cordon, t'as l'impression d'être le maire d'une ville, explorant avec application les subtilités du lit parapluie ou de l'anti-régurgitateur. J'avais écrit une critique élogieuse. Le rôle du père est de porter la femme qui porte l'enfant, a affirmé l'un des témoins. Ce n'était pas une si mauvaise formule. En rentrant, j'avais mimé à ma femme une séquence dans laquelle un homme chargé de veiller sur son nourrisson en l'absence de sa compagne lui chantait Paradise City des Guns N' Roses en grattant les cordes d'une guitare miniature. Il avait l'air heureux. Ma femme m'avait demandé de visionner la séquence. Elle avait ri autant que moi. Elle m'imaginait très bien agir comme cet homme. Acheter une toute petite guitare électrique pour le premier anniversaire de notre fils et lui chanter avec entrain les morceaux qui avaient bercé mon enfance. Je la rejoignis au pied de notre immeuble. Elle m'attendait à l'arrêt de bus dans sa robe rouge, son gros sac à la main. Elle souriait. Elle redoutait que notre vie soit différente, notre couple. Nous allions perdre un confort, une liberté,
pour gagner quelque chose qui nous était inconnu. Le périphérique était fluide. Le taxi roulait vite. Notre fils naquit 1 heure plus tard, sans péridurale, à la maternité des Lilas. La clinique ne ressemblait pas à un hôpital, mais à un petit chalet de montagne à l'abandon. On s'y sentait bien. J'entrai dans plusieurs chambres pour réclamer un chargeur de téléphone, afin de prévenir ceux et celles qui devaient l'être. L'adrénaline me rendait vif, enjoué. J'essayais de faire rire les personnes que je croisais dans ces chambres et que je ne reverrai jamais. De retour dans la salle d'accouchement, je collai mon fils contre moi et lui reniflai le cou, comme je m'étais autorisée à le faire avec mon père quelques minutes après son décès. Entre la naissance et la mort, la pudeur nous interdisait ces gestes-là, qui n'étaient pas ceux d'une humanité réduite à son animalité, mais hissée vers elle. Les yeux de mon fils étaient graves. Ils portaient en eux le bleu sombre de la haute mer. Les 2 hommes, le père et le fils, se sont retrouvés au trou du diable. Le père regarde le fils en souriant. Il a compris qu'Anton va lui demander l'autorisation de le quitter. C'est un moment qu'il redoute depuis quelque temps, ou plutôt qu'il anticipe, car il sait qu'il n'y a rien à redouter au départ de son fils, hormis sa propre solitude. Il ne va pas retenir Anton toute sa vie sous prétexte qu'il a peur de rester seul. Père et fils marchent sur un sentier humide parmi les pins, les ormes et les mélèzes. L'endroit est difficile. Il y a des trous, des bosses, des souches et des racines. Ces arbres bizarres sont tantôt couchés, tantôt de biais. Dimitri ne s'y est jamais habitué, contrairement à son fils. Il est gêné. Anton l'est aussi, mais pour des raisons différentes. Le fils doit parler à son père. Seulement, il ne sait pas quel mot choisir pour ne pas blesser cet homme. Alors il lui raconte son rêve. Dimitri est intelligent. Il comprend immédiatement les sous-entendus. Et donc, tu en tires comme conclusion que la Russie se redresse comme ta forêt et que tu dois partir. Un peu tiré par les cheveux, ton raisonnement, mon fiston. Si tu me permets cette mauvaise blague. Il se passe des choses importantes à Moscou, se justifie le fils. Et je veux en être. Il se passe quoi? Gorbatchev et sa perestroïka? La lutte entre l'aile réformatrice et l'aile conservatrice? Les discours enflammés de Boris Eltsine? Oui, je sais ce qui se passe là-bas. Et alors? Tu crois vraiment que la politique de ce pays va changer? Le parti est là et restera là encore des siècles. C'est ce que t'a dit mon oncle? Non. Yoris Stepanovitch ne dit rien, c'est un homme discret. Mais si quelque chose de grave ou d'important se passait dans le pays, je le saurais. Je n'en peux plus de cette ville. Je veux partir, j'étouffe ici. Je vis à côté de ma vie. Je suis comme le peintre qui recule d'un pas pour contempler son tableau. Je vois mon ciel, mes nuages, mon soleil, mais je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans le tableau, je suis extérieure à ma vie. Et tu penses qu'en allant à Moscou, ça va changer quelque chose? Dimitri argumente sans trop y croire. Il voudrait trouver les mots qui retiendraient son fils auprès de lui. Dans le même temps, il répugne à l'idée de l'empêcher de réaliser ses rêves. Qui, à son âge, n'a pas souhaité larguer les amarres sous le vent de l'aventure? De son côté, Anton n'a pas envie de brusquer son père ni de le fâcher. On ne fâche pas un tel homme, c'est vain. C'est soi-même que l'on fait souffrir. Comme lui avait expliqué un jour Starchik alors qu'il boudait, furieux que son père ait refusé qu'il suive des cours de boxe. Anton regarde les arbres, la mousse onctueuse sur l'écorce, le peuple lilliputien des champignons qui envahit les sous-bois. Il voudrait simplement que son père le comprenne, qu'il entende sa voix et accepte son départ. Dimitri lève la tête vers le ciel, puis se tourne vers son fils. « Tu es prêt à quitter tout cela ?» dit-il dans un geste de la main englobant la forêt. Anton ne répond pas.
Bien sûr qu'il est prêt.